Allez, viens prendre ton pied sur la chaîne de la vérité. Réapprends à raisonner. Et puis, si tu peux pas y arriver, va donc te faire vacciner. De toute façon, nous allons tous crever. Alors autant se réveiller. Abonne-toi et partage la vérité. Peut-être serons-nous sauvés. L'union fait la force. 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 On ne veut pas mourir. Voilà. Nous avons reçu ce courrier du ministère de la Santé nous invitant à nous faire vacciner. Donc on obéit, on réclame. On réclame le vaccin. Ça fait 2 mois moi, que j'essaie, que je téléphone sur les plateformes, on me dit non, rappelez, nous n'avons pas de vaccin. Dans cette résidence de service, ils sont 110 à vouloir se faire vacciner, avec une moyenne d'âge de 86 ans. Toutes les données expérimentales le montrent, et pour les gens qui ne le croient pas, ils n'ont qu'à regarder les articles scientifiques et ils verront que toutes les données sont très défavorables et que l'approche vaccinale à ARN messager est une pure folie. Oui, disons que c'est pas un livre qui a été fait pour plaire, mais bon, c'est fait pour réveiller quand même. Parce que là, c'est très grave ce qui se passe. Là, tout est en train d'être changé. Toutes les approches vaccinales sont changées pour de l'ARN messager, notamment auto-amplifiant, ce qui est très dangereux. Donc le livre, c'est sûr, n'est pas plaisant pour ça, mais bon, il faut s'éveiller parce qu'après c'est trop tard. Donc c'est bien de fermer les yeux, mais bon, après on n'a plus que les yeux pour pleurer. Je veux dire, c'est maintenant que ça doit bouger parce que ces approches vaccinales sont folles. À l'ARN messager, elles auraient jamais dû commencer, et toutes les données expérimentales le montrent. Et pour les gens qui ne le croient pas, ils ont qu'à regarder les articles scientifiques et ils verront que toutes les données sont très défavorables et que l'approche vaccinale à ARN messager est une pure folie. Voilà. Merci beaucoup Jean-Marc Sabatier. C'était quand même important de le souligner. Merci, je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS. Qui s'exprime en son nom propre. Oui, il faut bien le préciser. Que la bien-pensance est une obéissance aux idées du moment, aux injonctions du moment. Et c'est très difficile de s'insurger contre une obéissance. C'est beaucoup plus facile de se débattre et de critiquer quelque chose qui est transgressif. Les crimes de Mazan, tout le monde est offusqué. C'est facile d'être scandalisé par ça d'une certaine façon parce que c'est immonde. Mais la bien-pensance, elle n'est pas immonde, c'est une obéissance à l'ère du temps. Donc comment voulez-vous vous opposer à une obéissance? C'est plus difficile comme comportement, mais quand vous regardez l'histoire humaine, vous vous rendez compte que les pires crimes sont souvent liés à une obéissance et qu'on se soumet assez vite à la moralisation ambiante. La moralisation, les injonctions qui font bien, du conformisme moral, mais la moralisation
n'est pas du tout la réflexion morale. Au fond de nous, on peut sentir ce qui est bon ou ce qui est pas bon, mais on se soumet par peur, par manque de courage, par conformisme, pour 1000 raisons diverses. Pourquoi on est tous devenus des dégonflés qui osons plus dire ce qu'on pense? Parce qu'aujourd'hui, dire ce qu'on pense, déjà il faut du courage, parce que c'est très difficile de s'opposer à la bien-pensance, si vous voulez, à la moralisation que je viens d'évoquer. Pourquoi? Parce que la bien-pensance est partagée par un très grand nombre de personnes. Donc elle a une certaine forme de puissance, si vous voulez. Elle est très largement partagée. Deuxièmement, elle est pétrie de bons sentiments. Donc, comme quand vous vous opposez à la bien-pensance, vous passez immédiatement pour quelqu'un de critique, de négatif, de déconstructeur, de réactionnaire, de conservateur. Et troisièmement, une idée philosophique plus intéressante, c'est que la bien-pensance est une obéissance aux idées du moment, aux injonctions du moment. Et c'est très difficile de s'insurger contre une obéissance. C'est beaucoup plus facile de se débattre et de critiquer quelque chose qui est transgressif. Les crimes de Mazan, tout le monde est offusqué. C'est facile d'être scandalisé par ça d'une certaine façon parce que c'est immonde. Mais la bien-pensance, elle n'est pas immonde, c'est une obéissance à l'ère du temps. Donc comment voulez-vous vous opposer à une obéissance? C'est plus difficile comme comportement, mais quand vous regardez l'histoire humaine, vous vous rendez compte que les pires crimes sont souvent liés à une obéissance et pas du tout à une transgression. Eichmann obéissait, on peut voir son procès sur YouTube et sur les réseaux. Il obéissait aux ordres d'Hitler, il se définissait comme un bon soldat, il n'avait pas d'autre choix qu'obéir aux ordres. Donc vous voyez que encore une fois, les pires choses ont un lien avec l'obéissance. Et voilà pourquoi on a du mal. C'est pas qu'on est des dégonflés, c'est parce que c'est très difficile de s'opposer à la bien-pensance, parce qu'elle est largement partagée, parce qu'elle est pétrie de bons sentiments et parce que c'est une obéissance et c'est très difficile de s'opposer à une obéissance. Mais donc on préfère lutter contre soi-même pour se taire que de s'opposer à la bien-pensance. Il faut du courage pour s'opposer à la bien-pensance. C'est le rôle beaucoup de la philosophie, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut s'opposer au prêt-à-penser, pas par polémique, pas par envie de critiquer. Souvent, je vois ça sur les réseaux, vous critiquez pour critiquer, c'est pas du tout le but. Il peut y avoir une ivresse de la critique, mais ça, c'est complètement stérile. Il faut pas que la critique soit une fin en soi, il faut qu'elle soit un moyen au service de la liberté. Pour moi, c'est ça qui lui donne sa valeur. Critiquer, c'est pas quelque chose de négatif quand elle a un but libératoire. Et c'est ça tout l'enjeu de la philosophie pour moi, c'est de libérer l'esprit du prêt-à-penser, des préjugés et de tout ce qui enferme et sclérose l'esprit et l'intelligence. Regardez ce qui se passe au Soudan. Des enfants meurent, des villes brûlent et personne ne dit rien. Pourquoi? Parce que ceux qui contrôlent vos médias sont les mêmes qui financent cette guerre. L'Afrique ne saigne jamais seule. Chaque fois qu'un pays africain tombe, il y a toujours une banque occidentale derrière. Toujours un convoi d'armes envoyé au nom de la démocratie. Toujours une main étrangère qui manipule les factions et s'enrichit du chaos. Ils parlent de droits humains pendant qu'ils volent l'or, le pétrole, les terres. Ils fabriquent des guerres pour vendre la paix ensuite, à crédit. Et le monde écoute leurs mensonges comme une chanson douce. Le Soudan n'est pas en guerre. Le Soudan est attaqué. Et ceux qui prétendent défendre la justice sont les véritables criminels. Mais l'Afrique se réveille, et le jour où elle parlera d'une seule voix, alors tous ces empires bâtis sur le sang s'effondreront. Souvenez-vous de mes mots, ils appellent cela aide humanitaire. Moi j'appelle cela un business du désespoir. Allez viens prendre ton pied sur la chaîne de la vérité. Réapprends à raisonner, et puis si tu peux pas y arriver, va donc te faire vacciner. De toute façon nous allons tous crever, alors autant se réveiller. Abonne-toi et partage la vérité. Peut-être serons-nous sauvés. L'union fait la force. L'union fait la force. Vous ne savez pas ce qui arrive, ils nous le disent eux-mêmes. Le gouvernement nous dit, la guerre arrive, préparez-vous à la guerre. Et vous ne savez pas quelle guerre ce sera. Vous ne savez pas, ils nous en parlent depuis le début, tout est prévu à l'avance. Ça, il faut le comprendre. Notre monde, rien n'est laissé au hasard, tout est prévu à l'avance. L'opposition est contrôlée, tout. Réveillez-vous, arrêtez de vous concentrer sur les sujets de merde qui ne servent à rien. On a été divisés, La phrase « diviser pour mieux régner », c'est la plus importante en politique. La plus importante. Le peuple a été divisé. Aujourd'hui, le combat du peuple, c'est quoi? Le combat des Français. C'est l'extrême droite, c'est l'extrême gauche, c'est l'écologie,
c'est le féminisme, c'est les droits LGBT, c'est ceci, c'est cela, mais vous avez rien compris. Vous avez rien compris. Je vais vous dire ce que c'est, et surtout quand ça va arriver. L'effondrement, c'est ce qui va se passer certainement à partir de l'année prochaine. Je situe ça pas avant mars 2026. Voilà, grosso modo. On se demande quel est son but, si ce n'est renforcer son propre pouvoir dans le but de gouverner davantage seul. Mercredi, la Commission européenne a présenté le projet de budget de l'Union européenne, c'est un cadre financier 2028-2034, un budget à 2000 milliards. Chaque année, c'est plus que le budget français, pour vous donner une idée. Ça a été élaboré dans le plus parfait secret entre 3 personnes, Ursula von der Leyen, son chef de cabinet qui est un Allemand conservateur qui s'appelle Björn Seibert, et la directrice générale chargée du budget qui est une Française, mais très proche d'Ursula von der Leyen. Et à eux 3, ils ont préparé ça. Alors d'habitude, on consulte les États, on consulte le Parlement européen, on consulte la société civile, on discute pour savoir quelles vont être les politiques. Là, ça s'est fait dans le secret le plus total. Les commissaires ont été informés, donc la consultation, ce qu'on appelle la consultation interservices, des grandes lignes budgétaires dimanche. Et donc, ils ont découvert les chiffres de leur propre budget mardi soir, et tout ça a été adopté par la Commission mercredi. Donc ça, un exemple. Les négociations commerciales avec Donald Trump, un enjeu majeur. La Commission en est chargée. Mais évidemment qu'elle ne va pas négocier un accord avec Donald Trump sans que les États membres soient d'accord. Bien sûr. Eh bien, figurez-vous que, par exemple, il y a eu un sommet européen le 28 juin dernier, et elle a reçu le matin même une proposition de Donald Trump qu'elle n'a pas donnée au chef d'État de gouvernement. Elle a juste dit « je l'ai reçue ». Vous pouvez nous dire ce qu'il y a dedans? Je n'ai pas eu le temps de l'analyser. Et elle est partie. Je veux dire, donc personne ne sait ce qu'elle fait. Elle dirige seule. Laissez faire ceux qui sont en train de couler le pays. Mais moi, j'aime trop mon pays, madame, pour ça. Je ne laisserai pas faire ceux qui ont coulé le pays, qui sont en train de le faire, les fameux Mozart de la finance, les gens qu'on nous a présentés, parce que pendant des années, on nous a expliqué qu'on était des débiles, qu'on n'avait rien compris à la formidable mondialisation, qu'on était des dépensiers, qu'on ne pouvait pas demander à l'Union européenne de faire des efforts, et puis en fait qu'eux étaient des gens très intelligents, très diplômés. Heureusement que c'était les plus intelligents, parce que si en plus ils avaient été cons, vu les résultats qu'ils ont donnés, je ne sais pas ce que ce serait. Il n'y a pas de programme politique en santé. C'est le constat que j'ai fait. Quel que soit le parti, vous regardez, c'est nul. En fait, c'est nul, il n'y a rien, quoi. Ça suit la prolongation tendancielle de ce que nous propose l'industrie pharmaceutique et l'industrie de la data, c'est-à-dire en gros faire la e-santé, faire la team ouin sur les manques de moyens. Ouais, on n'a pas assez de moyens. Ouais, mais il n'y a plus d'argent. Ah, bah alors, qu'est-ce qu'on fait Et voilà. Et tout le monde qui pleure, alors que bon, si vous voulez de l'argent, il y en a. Vous avez vu les armes en Ukraine, vous avez vu le Covid. Covid, juste au niveau européen, 70 milliards d'euros pour des vaccins, quoi. Pour juste les premières doses. Le Covid en France, 340 milliards d'euros qui ne sont pas de l'investissement. Il n'y a pas d'usines qui sont créées, il n'y a pas d'hôpitaux qui a été créé, il n'y a rien qui a été créé. C'est pas de l'investissement, c'est de la perte sèche. 340 milliards d'euros qui nous ont été rackettés par les fabricants de masques, les fabricants de trucs, d'applis, tout ce que vous voulez. Juste pour vous donner un référentiel en santé, l'investissement sur le cancer en France chaque année, c'est 300 millions d'euros à peu près par an. Alors que c'est la première cause de mortalité, qu'un Français sur 3 fera un cancer, que c'est quelque chose qui concerne absolument tout le monde dans sa famille, autour de lui, etc. L'investissement, c'est 300 millions. On a dépensé 300 milliards, il y a 3 zéros de plus. On est à 3 ordres de grandeur de plus pour le Covid sans aucun investissement durable. C'est du délire en termes justement de définition de la hiérarchie des priorités. Donc là, il y a tout un travail à faire avec les politiques sur quelle est la hiérarchie des priorités. Vacciner contre la grippe, faire une loi en urgence le week-end, un week-end d'Halloween et de la Toussaint. Il faut être sataniste pour faire ça, en fait. Enfin, si vous le faites ce jour-là, en plus, c'est que vous êtes tordu. Vous êtes venu en session parlementaire spéciale pour dire que les gens en EHPAD et les gens devaient être vaccinés contre la grippe. Tout le monde sait que c'est un vaccin de merde. Tout le monde sait que ça marche pas. Je veux dire, même sans, tu vois, je vais même pas discuter sur la vaccination des enfants. Là, tout le monde le sait. La vaccination des soignants en France l'année dernière, c'est 20% des soignants. Les soignants eux-mêmes, il y en a 1 sur 5 qui est hypnotisé. Les autres, 4 sur 5, ils disent « c'est bon, c'est bon, merci, vous repasserez, quoi. Je m'en fous de votre truc, quoi. » Donc, là, il y a un problème de hiérarchie des nécessités. Donc, il y a tout un travail programmatique à faire pour dire par quoi on commence. Je suis le premier artiste européen mondial
à faire rire le public sous bracelet électronique. Voilà. Le pouvoir mondialiste, c'est bien sûr le contrôle des médias, qui est la branche propagande du système mondialiste, mais c'est aussi la santé, c'est Big Pharma, c'est le monde bancaire, les Rothschild, c'est le contrôle des banques centrales, c'est le monde de la finance, on a parlé de la City de Londres, c'est l'industrie, par exemple la dynastie des Rockefeller, c'est historiquement le chemin de fer aux États-Unis et le pétrole avec la Standard Oil. Enfin, je veux dire, c'est une véritable pieuvre qui a des parts dans les grandes entreprises, y compris dans... alors maintenant, c'est plus le cas avec Elon Musk, mais qui avait des parts dans Twitter, qui avait des parts dans Facebook, qui avait des parts dans les studios de cinéma. Donc c'est là où mon travail complète celui de Paul, c'est quand vous avez cette vision en fait de ce système tentaculaire. On peut appeler le gouvernement mondial. Le gouvernement mondial. Qui ne ressemble pas à un gouvernement classique, c'est pour ça que c'est difficile de l'identifier, de le cerner. Exactement, et surtout c'est ce que j'expliquais dans même des entretiens qu'on a fait lors de la parution de mes livres, un gouvernement mondial qui cherche à cacher son pouvoir et son existence, qui a compris que vivons heureux, vivons cachés, le pouvoir caché c'est celui qu'on ne peut pas contester. Est-ce que vous pourriez peut-être déjà nous expliquer quel est ce nouveau variant du Covid qu'ont trouvé nos experts médicaux ? Oui, avant même de vous expliquer ce que c'est, peut-être je vais me permettre un recadrage, parce que j'ai eu la chance de faire la préface d'un livre du docteur Robert Malone, américain, sur ce qu'on appelle la guerre cognitive, la guerre de 5e génération, et le tapis de bombe auquel vous êtes soumis d'insights émotionnels qui vous passent votre temps à vous fouetter comme un cerceau de la peur à la terreur. Et les Américains appellent ce que vous venez de décrire là, c'est-à-dire l'ensemble de ce tapis de bombe de titres anxiogènes, fear porn, c'est-à-dire la pornographie de la peur. Et des observateurs avisés ont pu déceler derrière ça ce qu'on appelle une opération psychologique, une psyop, qui s'apparente à toutes les stratégies militaires de saturation émotionnelle de la victime. Cette guerre cognitive, cette opération psychologique, clairement est mise en place de manière coordonnée. On voit que l'ensemble des médias répercutent un narratif qu'il leur est donné. Et il se trouve que je reviens d'un congrès de l'Association internationale de médecine scientifique et bienveillante, dont le thème était justement les collusions incestueuses entre l'industrie pharmaceutique, le monde médiatique, les instituts de communication, les instituts de management et de mise en place logistique comme McKinsey, et puis les sphères institutionnelles, des tutelles institutionnelles, qui sont toutes nos agences de régulation, la Haute Autorité de Santé, la Direction Générale de la Santé, le ministère de la Santé, et puis le monde universitaire et médical. Montrant qu'au fond, il y avait une sorte de coordination entre ces différents mondes en vue de promouvoir certains médicaments de manière tout à fait excessive et sans respect des règles de déontologie médicale et légale qui consistent à accompagner l'information autour d'un médicament de manière tout à fait précautionneuse, en mettant des bémols, en ajoutant sans cesse autour d'une maladie quelle est la réalité clinique. Donc pour revenir à votre question sur ce variant Frankenstein, on n'est pas au premier coup d'essai d'un nom terrifiant. Il y a eu des variants comme le BA275 qui s'appelait Centaurus, un autre le XBB qui s'appelait Griffon, un autre le XBB15 qui s'appelait Kraken, le BF7 Minotaur, celui de la 9e vague, le Cerberus, le BQ11, BQ11. Et là, voilà, on arrive à Frankenstein et on arrive dans le grotesque, c'est-à-dire que finalement la narration vire à l'obscène. On est sur une scène de théâtre où les acteurs sont nus finalement, parce que là, pour la plupart de gens, j'imagine que ce mot même de Frankenstein vire au ridicule complet. Et il n'arrive même plus à atteindre son objectif de peur, mais simplement de saturation où les gens se disent tiens, on me prend quand même pour un jambon là, il y a quelque chose qui va pas. Oui. Et ça va être vrai, et y compris dans le monde médical. Ça c'est une très belle chose parce que jusqu'ici on était piloté aussi par nos émotions, avec l'idée que la santé publique pouvait désormais être pilotée par des modélisations, un petit peu comme la météorologie, et que c'était ça qui devait pourvoir à notre santé publique. Et désormais, je crois que ça va faire long feu, c'est mon espoir. Ce variant, il est appelé Frankenstein, soi-disant, et c'est la narration officielle, parce que le XFG serait la recombinaison de plusieurs souches d'Omicron, la souche LF7 et LP812. Et comme de par hasard, on retrouve que la campagne de vaccination qui a débuté le 14 octobre en France, justement avec un produit qui s'appelle Comirnaty, qui est commercialisé par Pfizer, et qui cible la souche LP8-1, mais bon, pas tout à fait la souche LF7, et donc pas sûr que le XFG, à la fin, ce Frankenstein, n'échappe pas réellement immunitairement. La surveillance au OMS, qui est entreprise de cette épidémie, entre guillemets, nous dit de manière très claire, c'est des sources tout à fait officielles, ce que je vous dis là, que la gravité est plutôt tout à fait superposable à celle d'Omicron, c'est-à-dire qu'en gros les formes graves sont rares, concernent des gens déjà porteurs de pathologies lourdes, et que en dehors de ça, c'est ce qu'on appelle un rhume.
Et donc, c'est le rhume automnal et hivernal. Quelle surprise! Chaque année, comme un marronnier, va revenir ce rhume automnal et hivernal. Et puis, vous m'avez accueilli aujourd'hui, mais je peux déjà vous donner rendez-vous l'année prochaine pour Vampirella, Dracula ou je ne sais pas quel nouveau variant terrifiant qui permettra de justifier la mise en place d'une vaccination permettant de racketter l'État encore une fois avec des produits qui sont, comme je vous l'ai dit, ni sûrs ni efficaces. C'était l'objet d'un warning international qui a été lancé par Alexandra Henry-Encaude avec ses collègues internationaux, notamment de l'initiative North des pays nordiques, envoyant à toutes nos tutelles nationales et internationales un avis précisant que ces produits étaient à la fois non qualitatifs, toxiques, inefficaces, on pourra revenir sur les détails, et nous avons repris ça avec les enfants d'Hippocrate en envoyant des recommandés avec accusé réception à l'ensemble des tutelles sans jamais recevoir aucune réponse. Alors même que les datas qu'on envoyait étaient absolument sourcées. Derrière cette opération psychologique, je peux vous le dire d'emblée puisqu'on le voit dans les rues, évidemment elle va être assortie de la nécessité de restreindre vos libertés publiques, non seulement de vous fourguer un produit, mais aussi de vous dire qu'il serait quand même mieux de rester confiné chez vous peut-être, de porter un masque, d'avoir, qui sait, des couvre-feux. Et or, on sait que ni les masques, ni les couvre-feux, ni les confinements n'ont d'efficacité quelconque sur la propagation du virus et la contention de l'épidémie. In fine, notamment je vous renvoie à la méta-analyse de la revue Cochrane de Jefferson et Alter, qui avait très bien montré en 2023 que le port du masque était absolument inefficace, inutile, toxique et délétère en population générale dans la prévention des maladies respiratoires hivernales. Donc là, je le redis de manière très claire à tout le monde, le masque chirurgical est inutile dans l'endiguement d'une épidémie respiratoire hivernale. Voilà, c'est juste un fait, de même que les confinements. Ensuite, on va peut-être nous proposer la nécessité de tests de dépistage, tests PCR ou antigéniques. C'est pareil, peut-être que les gens vont commencer à être lassés que leur contrat social soit substitué par un contrat sanitaire, que leur droit à aller au travail, à prendre le train, à rentrer dans telle ou telle pièce ou tel congrès soit soumis à la réalisation d'un test. Encore une fois, je vous invite à dire simplement non, puisque les tests PCR, c'est de la médecine et de la science, sont nécessaires pour guider à la fois le suivi et le diagnostic précis chez des malades symptomatiques, c'est-à-dire chez des malades. Quand vous diagnostiquez des gens qui n'ont pas de symptômes, on appelle ça des malades asymptomatiques depuis le Covid, c'est un oxymore qui ne veut rien dire, ça n'existe pas, il n'y a pas de malade asymptomatique. Faut arrêter de créer des catégories diagnostiques et de pathologiser la physiologie. Et donc ces tests sont absolument inutiles en population générale pour le dépistage. Enfin, on rentre excusez-moi, j'enchaîne, parce que je suis chaud là. En 2025, vous savez qu'a été lancé un grand projet sur la santé mentale des Français, il y a un projet sur 5 ans. Qui prévoit des budgets pour aller à la fois diagnostiquer et améliorer le statut de la santé mentale, avec le constat que la santé de nos concitoyens au niveau psychologique et psychiatrique est simplement extraordinairement délabrée, avec une augmentation des risques suicidaires, des suicides, des dépressions, de l'anxiété généralisée, de tous les troubles associés et des traitements de médicaments psychotropes, et que donc c'est devenu une sorte de cause nationale. Il se trouve que le doyen de l'université catholique de Louvain, Olivier Servet, qui est professeur d'histoire et d'anthropologie, avait créé un groupe déjà en 2021 et en 2020 pour essayer de conseiller le ministère belge sur ces sujets en disant mais attendez, en faisant des confinements, en masquant les gens, en les soumettant à cette expérience de soumission de masse, vous aboutissez à d'extraordinaires dommages collatéraux en termes de relations sociales, de bien-être psychologique. Il a démontré chez les jeunes, il a fait des conférences tout à fait frappantes sur l'impact des confinements chez les étudiants, les adolescents et les jeunes, aboutissant à des niveaux de suicide, de dépression et d'anxiété absolument records. Donc, si on vous présente à un moment quelconque de cette épidémie Frankenstein dont vous devez avoir une terreur bleue, des mesures non médicamenteuses pour vous protéger, pour votre bien, est-ce qu'elles sont assorties aussi de la description de leurs effets secondaires ? Parce que n'importe quel traitement, lorsqu'il est présenté, doit être assorti des effets secondaires, et y compris rares. C'est un impératif déontologique. Et je trouve que la Direction générale de la santé nous a envoyé à nous, tous les médecins, il y a quelques jours, un rappel sur la campagne vaccinale contre le Covid par Comirnaty, LP8-1, qui est validée par l'Agence européenne du médicament depuis le 25 juillet, je crois à peu près, 2025, dans la prévention du Covid-19 pour cette épidémie automnale, qui ne manquerait pas d'arriver, et que cette chose-là dit qu'il faut le donner aux femmes enceintes, il faut le donner aux gens fragiles, qu'il faut donner aux personnes âgées, à tous ceux qui sont porteurs de maladies, qui sont à risque. Or, c'est précisément ce sur quoi jamais
aucune des études sur la vaccination n'a établi de quelconque preuve. Et ce document est absolument hallucinant parce qu'il est non sourcé. Aucune preuve scientifique n'est mise au soutien de ce qui est annoncé. Aucune preuve scientifique n'est mise au soutien dans les dossiers de l'Agence européenne des médicaments, hormis les données propres de Pfizer sur ce produit-là. Et une étude canadienne commanditée elle-même par le gouvernement canadien de l'Ontario, dont ceux qui connaissent un peu le sujet savent qu'on peut émettre quelques doutes sur l'absence de conflit d'intérêt des études produites. Or, celle-ci se base uniquement sur des séroconversions, c'est-à-dire le fait d'avoir des anticorps, et quasiment jamais sur des données cliniques, c'est-à-dire est-ce que vous êtes moins malade? Est-ce que ça diminue après la transmission de la maladie? Alors vous le savez tous peut-être, depuis que Rob Roos, le député européen, l'a fait dire à Janice Small, la représentante de Pfizer au Parlement européen, jamais la transmission n'a été testée dans toutes les études sur ces produits comme Pfizer ou Moderna. Et donc ça ne prévient pas la transmission de la maladie. C'est un vrai scandale d'État. On apprend aujourd'hui que Bruno Le Maire avait adressé le 6 avril 2024 une lettre au président de la République alertant sur le dérapage des finances publiques. Eh bien, Emmanuel Macron a refusé d'en tenir compte et a donné ordre à Bruno Le Maire de ne pas faire de loi de finances rectificative avant les élections européennes, qui aurait permis d'éviter le dérapage complet de nos finances. Mais ce qui est encore pire, c'est que Bruno Le Maire, sur une affaire aussi grave, aurait dû démissionner. Car c'est les finances de la France qui sont en jeu. Eh bien, il ne l'a pas fait. Et pire, il est allé mentir devant la commission parlementaire. Écoutez bien son témoignage du mois de mai 2024. Écoutez bien comment il ment aux représentants de la nation. Toutes les accusations qui ont pu être formulées, comme quoi j'aurais délibérément dissimulé au Parlement des informations qui étaient à ma disposition, sont graves, infondées. Vous avez vu? Il ose dire droit dans les yeux qu'il n'y a pas de problème. En fait, aujourd'hui, le poteau rose est découvert. Alors, qui est responsable de quoi? Eh bien, d'abord le président de la République, qui mérite d'être destitué. Car c'est la crédibilité des finances de la France. C'est l'avenir des taux d'intérêt. C'est vraiment le principe même de bonne gestion. Et puis Bruno Le Maire, qui a été profondément lâche et qui a préféré mentir que démissionner, tellement il était attaché à son fauteuil. C'est gravissime. Ça montre à quel point ces gens qui nous ont dirigés et qui ont fait plus de 1200 milliards de dettes l'ont fait en le sachant. Ce n'était pas de l'incompétence, c'était du mensonge. C'est pourquoi il n'y a aucune mansuétude à avoir avec ces gens-là. Ils ont mal gouverné, ils nous ont appauvris. Aujourd'hui, c'est les Français qui doivent payer leurs factures et ils continuent à parader. Voilà pourquoi je le maintiens. Seule la destitution d'Emmanuel Macron permettra enfin au peuple français de choisir son destin librement par une nouvelle élection présidentielle. Tout le reste, c'est de la littérature. Il y a un moment où il faut que les responsables politiques soient responsables politiques, responsables de leurs actes. Vous l'avez vu au moment du Louvre, la directrice du Louvre, elle est maintenue en poste. Il y a eu le casse du siècle, elle est responsable de rien. La Macronie, c'est vraiment ce refus de la responsabilité politique. Or, la démocratie ne peut fonctionner que si celui qui dirige, eh bien, peut chuter s'il ment, s'il commet une faute. Parce que sinon, il n'y a plus aucun fonctionnement possible de notre État, de notre pays. C'est vraiment l'enjeu d'aujourd'hui. Alors, écrivez à vos députés, vos sénateurs, relayez la pétition sur le site de l'Assemblée nationale pour la destitution du président de la République. Le plus vite sera le mieux.